Et je m'étais dit, en vrai, ce serait parfait que là, tu vives ta meilleure vie et entouré des gens que t'aimes. Et tout ce qui est plaisir, etc., tu te fais plaisir. Et quand ton compte en banque sera vide, bah, tu passeras à l'acte. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonsoir, bonjour, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. Chaque mardi et chaque vendredi à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent. Comment le perçoivent-ils? Comment ils le gagnent? Comment ils le dépensent? Comment ils l'appréhendent tout simplement? Alors je suis Fabrice Florent et mon métier c'est de faire parler les gens. Je fais parler de mes invités de leur intime parce que je suis convaincu que l'intime est bien plus universel qu'on ne le pense. Vous verrez, vous vous reconnaîtrez peut-être dans les histoires des gens qui parlent dans mon micro alors qu'ils racontent leur histoire. Je fais donc parler des gens plutôt dans des podcasts de conversation sur divers sujets, des pères de paternité, des mères de maternité, des célébrités de leur parcours vers le succès, des hommes de masculinité et aussi, bien sûr, des gens de leur rapport à l'argent. Je fais aussi un talk show avec ma partenaire Mimi Hegel qui s'appelle le Fab et Mimi Show. Bref, vous retrouverez tous les liens dans les notes de cet épisode si vous voulez découvrir ces autres podcasts. Et d'ailleurs, si vous découvrez mes podcasts, je fais pas mal d'autres choses. Allez donc voir ça sur mon site internet fabflorent.com, fabflorent.com. Si mes podcasts et mon travail vous aident d'une manière ou d'une autre, alors vous pouvez m'aider en retour en m'envoyant un don en argent sonnant et trébuchant avec votre carte bleue ou alors en vous abonnant à mon Patreon à partir de 5 € par mois. Vous trouverez les liens dans les notes de cet épisode, merci d'avance, c'est très cool. Enfin, si vous aimez le podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre appli de podcast préféré, en particulier si vous écoutez sur Apple Podcast ou Spotify. Et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Je vous invite à aller découvrir Discord, c'est un petit logiciel génial qu'il faut installer sur son téléphone ou sur votre ordinateur. En fait, vous pouvez me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux et trouver toutes les infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Merci d'avance et bonne écoute. Clara donc, bienvenue. Merci. Merci de venir dans l'Histoire d'argent. Clara, tu m'as envoyé un mail intitulé Ne pas emporter son argent dans sa tombe. Oui. Où finalement, tu me dis pas grand-chose, si ce n'est que ton histoire a un rapport entre l'argent et la mort. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais avant ça, peut-être que tu peux te présenter. Oui, bah moi je m'appelle Clara, je vais avoir 24 ans. Ok, bravo, toutes mes filles. Et je suis étudiante et en alternance là depuis presque 3 ans. Ok. Et donc c'est vrai que j'ai un rapport à l'argent qui est assez proche de la mort. J'ai un rapport à la mort très particulier et en fait qui à partir du Covid a totalement été un peu obsessionnel et a totalement changé aussi ma manière de voir la vie, etc. Donc, parce que j'ai une crise existentielle depuis peut-être mes 18 ans, qui là vient de se résoudre, on va dire. Ok, donc tu veux dire pendant le Covid, c'est ça? Ouais. Ok, après le Covid? En fait, c'est pré-Covid, pendant le Covid et après le Covid, donc on va dire jusqu'à 2022, ok. Où là, je me suis vraiment fait une éducation financière aussi, et où j'ai eu un rapport, on va dire, plus stable avec la vie et plus posé, quoi. Plus stable avec la vie et donc plus stable avec l'argent. Exactement. Ok. Pour toi, les deux sont très liés. Oui. Okay. Très liés, oui. Ok. Donc, je pose 2 questions au début du podcast. La première, c'est en fait, si je te dis argent, qu'est-ce que ça t'évoque au premier abord? Bah, survie. Ok. Je pense, ouais, survie et existence. Dans le sens où, si on manque d'argent, l'argent, ça fait pas le bonheur pour moi. Mais si on manque d'argent, on peut manquer de cette légèreté et du fait de vraiment profiter de l'existence et se permettre des choses. Quand tu dis on manque d'argent, tu parles de toi? Ouais, mais je pense qu'en tout cas, moi, quand je manque d'argent, je me sens pas hyper à l'aise parce que tout est payant finalement dans la vie. Donc on peut pas vraiment se réaliser parfois si on manque d'argent parce que ça peut être ne pas avoir assez d'argent pour des projets. Oui. Ou même pour les plaisirs de la vie qui sont quand même très importants. Ok. Voilà. Mais on est bien d'accord que c'est pas parce que tu manques d'argent, parce que je sais que tu m'as dit que tu n'avais pas écouté beaucoup le podcast, enfin que tu n'as pas écouté le podcast. Non. Et moi, l'un des trucs que j'essaie de faire, c'est de bannir l'expression gagner sa vie.
Oui. Parce que, et c'est Christian Junot qui est un peu le mec qui fait ça depuis des années, etc., qui m'en a fait prendre conscience, c'est qu'en fait, si tu dis gagner ta vie, ça veut dire que quand tu n'as plus d'argent, tu vas perdre la vie. Oui, c'est vrai que Alors que fondamentalement, on est encore vivant, tu vois. Bah, ça vient mettre une pression un peu existentielle justement autour de l'argent, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais je pense que pour moi, c'est que cette pression, elle est déjà existante par notre société aussi, qui valorise l'argent, qui valorise les gens qui ont de l'argent. Et c'est un peu comme si, même on le voit là avec en tout cas notre gouvernement, ceux qui n'ont pas d'argent, il y a aussi beaucoup de classisme dans notre société, etc. Et c'est un peu aussi avec les gens qui prônent la méritocratie, tout ça, et avec des gens qui finalement n'ont pas beaucoup d'argent et ils sont pointés du doigt. Alors que non, on n'a pas tous eu les mêmes chances et on veut pas tous la même chose. Et là, par exemple, si je voulais être plus riche, j'aurais fait commercial, mais je voulais pas ça. Je voulais faire un métier de passion. Donc évidemment, on gagne un peu moins d'argent. Mais c'est vrai que je suis assez d'accord avec le fait que, certes, je lie l'argent à la survie, etc. Parce que c'est pas tellement une volonté de ma part, mais c'est plus comment je vois comment la société, en fait, elle met une forme de pression. Oui. Mais je suis d'accord que l'argent ne fait pas le bonheur déjà, et que sans argent, on a la même valeur. C'est juste la société qui nous en accorde moins. Ouais. Alors, 1000% d'accord avec toi sur cette base-là. Mais justement, tu vois, ce que j'essaie de faire avec ce podcast, c'est plutôt d'expliquer aux gens que effectivement la société vient de mettre cette pression-là, mais est-ce que tu es vraiment obligé? Et je suis pas en train de dire il faut pas, hein, tu vois, je suis juste en train au moins de faire en sorte d'inciter les gens qui écoutent, les gens qui viennent à mon micro, de se poser la question de est-ce que c'est vraiment un jeu dans lequel tu as envie de rentrer? Est-ce que tu es obligé de rentrer? Est-ce que y a pas d'autres moyens de concevoir finalement cette vie et l'existence que de rentrer à tout prix dans les cases et qui te font à tout prix parce que j'entends bien que l'argent est partout, enfin ça je le sais, et que pour certaines personnes ça te donne une valeur. Mais en fait, il y a beaucoup de personnes qui considèrent, enfin moi dans les personnes avec qui j'ai pu grandir aussi, il y a beaucoup de personnes qui considèrent l'argent comme une fin en soi. Et ça, je suis pas du tout d'accord. Pour moi, l'argent, c'est un moyen de réaliser des choses. Et oui, il y a plein de choses qui sont gratuites et qui rendent heureux. C'est bête, mais comme regarder un coucher de soleil, passer des moments avec ses amis, passer des moments avec sa famille, écrire. Moi, j'adore écrire. Ça me rend vraiment heureuse. Ça me coûte rien d'écrire. Et enfin, il y a un stylo qui oui, marche. voilà. Et un morceau de papier. Oui, tu peux être au point où tu n'as même plus ça, si tu veux. Mais juste avant d'arriver à ce point-là, il faut... Il y a pas mal d'étapes, quoi. Oui, c'est ça. Mais ça m'a toujours mis très mal à l'aise, moi. C'est les personnes qui considèrent l'argent comme une fin en soi et leur but, c'est d'être très riche. Ouais. Moi, ça me met un peu mal à l'aise, en fait. Quand tu dis que tu as grandi avec ces gens-là, c'est qui? C'était tes parents? Mais en fait, mes parents ne sont pas aisés, ne sont pas à plaindre financièrement non plus. J'ai jamais manqué de rien, etc. Mais j'ai pas grandi en étant pourri gâté, par exemple. J'ai pas grandi en... Par exemple, mes parents j'ai jamais fait de caprice, même adolescente, alors que mes parents m'ont toujours mis dans des écoles privées, dans des banlieues très riches, etc. Et c'est bien parce que j'ai appris des codes sociaux assez intéressants, on va dire. Mais c'est vrai que... Tu as appris les codes sociaux des gens très riches. Oui, c'est ça. Alors que toi-même, tu venais d'un milieu pas forcément très riche, quoi. Okay. C'est ça. Et après, mes parents, ils ont eu beaucoup... l'éducation qu'ils m'ont donnée, c'est quand même une éducation assez bourgeoise. Même si, par exemple, j'ai jamais fait de caprice, je voulais de la marque ou quoi que ce soit. Et j'ai jamais vraiment aimé l'argent en soi. Mais j'ai à un moment pris conscience assez tôt. Et ça m'a pas forcément rendu bien dans ma peau pendant un moment. C'est en fait, prendre conscience quand on a que 9-10 ans, qu'on est entouré d'enfants qui ont des parents très riches, qui ont des grandes maisons, qui ont des facilités, et pour qui l'argent déjà ne sera jamais un souci. Mais au-delà de ça, en fait, j'ai senti une pression, même des autres enfants, qui savaient que leurs parents avaient de l'argent, et ça leur donnait une certaine estime d'eux, etc. par rapport à ça. Et moi, ça m'a mis un peu mal à l'aise quand je m'en suis rendu compte que moi, je venais pas du tout du même milieu que ces personnes, en fait. Et ça m'a mis mal à l'aise parce que on n'aime pas trop la différence quand on est enfant aussi. Okay. Et après, en étant adolescente et en fréquentant d'autres cercles sociaux, et au final, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui étaient comme moi, voire
qui avaient des parents bien moins riches que les miens, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup une comparaison qui m'a, moi, mis très mal à l'aise avec ça. Et t'as grandi là-dedans jusqu'au lycée, c'est ça? Bah ouais, c'est ça. Après, c'est vrai que arrivé au milieu du collège, j'ai commencé à me sentir beaucoup plus à l'aise, grâce à mes amis qui n'étaient pas forcément de ce milieu aisé, etc. C'était des amis que t'avais rencontrés où? Au sport, par exemple, ou d'autres activités. Voilà, c'est ça. Et ça m'a quand même fait sentir beaucoup plus à l'aise parce que on sent que mon amitié avec ces gens n'était, je sentais pas de rapport d'argent ou même d'éducation bourgeoise, parce qu'il y a aussi l'éducation. Tu sentais qu'il y avait des rapports d'argent avec tes copains du collège? Ouais, je voyais une différence en tout cas, et je voyais que eux, ils avaient conscience que leur famille avait de l'argent et qu'ils avaient conscience que ça conférait un certain pouvoir entre. Ça se concrétisait comment? T'as un exemple à donner? C'était à un moment, je vais il y avait un petit un café, on va dire, qui servait des paniers, des trucs comme ça à côté de mon collège. Je devais être en 6e, et une fille avec qui je m'entendais très bien, qui parle de son iPhone et qui me fait ah non mais je vais pas trop te le montrer non plus, et elle parlait de son iPhone comme si c'était un truc de fou, quoi. Mais moi je m'en fichais de la marque ou pas. C'est jamais quelque chose qui m'a séduite, mais et elle en faisait mais 10 caisses, et je me disais bon ok d'accord, faut quand même se calmer, quoi. Et c'est ce genre de choses où j'avais quand même des gens, moi, dans mon collège / lycée, parce que j'ai fait en gros mon collège lycée dans le même établissement. Et il y avait moi j'avais un ami qui faisait qui portait de la fausse marque et tout, parce qu'il aimait bien la mode et qu'il avait pas forcément les moyens. Et en fait il y avait on se moquait d'un gars. Il portait donc en fait il aimait bien la mode, mais comme c'était important de porter de la marque peut-être dans cet établissement, il faisait en sorte de porter des faux, c'est ça? En tout cas, je pense que c'était ça pour lui. Mais je pense qu'il y avait un amour aussi de la mode, etc. Parce que tu peux adorer la mode et ne surtout pas porter de marque. J'ai toujours adoré la mode, et les marques, c'est pas du tout nécessaire pour moi. Mais il y avait ce gars que je vais appeler Tom, on va dire. Très bien, Tom. Qui, lui, était connu, en fait, pour, en tout cas, à chaque fois que j'entendais parler de lui, c'était toujours en mal. Et c'était quelqu'un qui frimait, en fait, par rapport à l'argent. Comme quoi sa famille était riche, etc. En fait, il était riche, mais non, c'est ses parents qui étaient riches. Et au final, j'ai vu sa maison, tout ce qui est le plus banal, et au final, c'était beaucoup de paraître. De paraître, en fait. Et il était un peu obligé de faire ça pour arriver. Mais il n'avait pas besoin de faire ça. Non, ce que je veux dire, c'est que dans sa tête, peut-être, il se sentait obligé de faire ça. Oui, je pense. Pour être au niveau, c'est ça? Ouais, je pense que c'est ça. Pour donner le change. Ouais, alors que il n'avait pas besoin. Enfin, moi, je le faisais pas, alors que moi, j'habitais dans un HLM et tout. Donc, Ouais, mais pour autant, tu vivais pas très bien. Non, je le vivais pas très bien. Mais après, moi, il y avait aussi d'autres choses, d'autres problèmes que l'argent, de toute façon, qui faisaient que j'étais pas très à l'aise par rapport aux autres. Parce que j'avais une famille quand même un petit peu dysfonctionnelle, on va dire. Mais c'est vrai que j'ai jamais eu, en tout cas, ce besoin de dire moi je vais dans une super grande maison, je suis mieux que vous. Non, j'ai pas eu ça, mais c'est vrai que ça me mettait mal à l'aise les gens qui faisaient ça. Et au final, on se rend compte qu'il y a d'autres personnes qui sont de classe plus aisée que la mienne et qui finalement sont mal à l'aise et se sentent en compétition avec les autres. Oui, on est toujours le pauvre de quelqu'un. Oui, c'est ça, c'est exactement ou le riche ça. de quelqu'un. Et c'est pour ça que je suis aussi contente d'avoir grandi, d'avoir eu beaucoup d'amis, moi, en dehors du collège et du lycée, parce que je me suis rendu compte que des fois, je préférais quand même. Je me rendais compte que j'avais quand même de la chance. J'ai quand même mes parents qui m'ont payé mes 2 premières années d'études, qui m'ont payé des lycées, collèges privés. C'est quand même une énorme chance. Et c'est pas le cas. C'est un budget, quoi, en tout cas. En fait, oui, c'est pas le cas de tout le monde. Enfin, il y en a, leurs parents, même s'ils ont les moyens, ils ont pas envie de leur payer les études. Moi, j'ai eu cette chance-là. Et aussi, je relativise beaucoup par rapport à. Maintenant, en fait, la tendance, elle s'est un peu inversée pour moi. C'est-à-dire que quand j'étais petite et que j'ai réalisé que j'étais moins riche que les autres, je me sentais mal, j'avais un sentiment d'injustice aussi. Et en fait, maintenant, la tendance s'est complètement inversée, c'est qu'avec tout ce qui se passe dans le monde, etc., je me rends compte que je pense que je dois être dans les 1 ou 2% de privilégiés, en fait. Et ça change totalement la façon de percevoir la vie, etc. Déjà, si tu prends la population française, mais après, si tu l'élargis à la population mondiale, forcément, la pauvreté, elle est encore plus étendue, quoi, on va dire. C'est ça. Donc, la deuxième question que je pose à tous les gens, c'est est-ce que tu as un souvenir marquant d'enfance en rapport avec l'argent?
Je saurais pas dire comme ça. Je pense que si, en fait, j'ai un souvenir qui m'a marqué. C'est que mes parents ont divorcé pendant quelques années, en fait. Ok. Mais en très bons termes, hein, dans le respect, etc. Donc, c'est pas mon père qui est parti ou non. Ouais. C'est mes parents, on était en garde alternée, une semaine sur 2. Ok. T'avais quel âge? Je devais avoir 9 ans, quelque chose comme ça, 8-9 ans. Et en fait, moi, en fait, ma sœur, elle me disait toujours que mon père, il gagnait plus que ma mère et tout. Alors que ma mère, elle travaillait autant au final. Ok. Et bon, j'étais en mode, c'est... Ta grande sœur? Ouais. Mais en fait... beaucoup plus grande que toi? Non, 50 plus que moi, quand même. Mais je sais que du coup, normalement, quand le divorce se passe bien, c'est pas censé... En fait, on se dit pas, ma maman elle va se retrouver être pauvre ou quoi. On se dit pas ça. Sauf que finalement, on sait que les femmes, elles peuvent perdre beaucoup avec le divorce, contrairement à ce qu'on dit. Et elles peuvent perdre leurs moyens de vie. C'est vrai qu'on est en couple, c'est plus facile. Oui, c'est sûr. Pour les dépenses. Et là, mes parents, du coup, se retrouvent célibataires. Donc, mon père, loue un autre appart, autre part. Et je me rappelle que ma mère, en fait, mon père m'avait donné de l'argent de poche, mais je devais avoir 10 € par mois, un truc comme ça. Ce qui est à 8 ans, normal, quoi. Et en fait, je les avais gardés précieusement et tout. Et ma mère m'avait dit qu'elle avait dû les utiliser pour acheter à manger. Et en fait, moi, je me suis dit, j'aurais bien aimé qu'elle me demande, quoi. Ah oui, parce que je suis enfant et je me rends pas compte, moi, que peut-être qu'elle avait vraiment besoin et que moi, j'avais pas besoin de cet argent. Et au final, elle me dit, oui, je te les rendrai. Elle me les a jamais rendus. En fait, je sais pas pourquoi ce souvenir-là est resté. Parce que c'est un peu, je me suis sentie un peu, j'ai fait confiance et au final... Trahi, c'est ouais, ça, je me suis sentie un peu trahie. Mmh. Pourtant, c'est pas grand-chose. C'est je m'en suis remise, quoi, des 10 €. Oui, mais c'est le symbole. Mais en fait, sur le moment, je les avais laissés dans le tiroir, parce que je faisais confiance à ma mère, quoi. Et le fait que aussi elle les utilisait pour acheter à manger, je me suis dit, elle est vraiment dans la mouise, quoi. Pour avoir, je pensais qu'elle avait envie de me prendre mon argent, quoi. Ouais. Et vous en avez reparlé ensemble de ça? Non, jamais reparlé de ça. Mais c'est vrai que sur le moment, je m'étais un peu sentie trahie, le fait qu'elle m'ait jamais remboursé mes 10 €. Parce que moi, en fait, je suis quelqu'un, j'ai qu'une parole, et quand quelqu'un dit quelque chose, il faut qu'il le fasse. Sinon, en fait, je vois pas l'intérêt de dire quelque chose. Ouais. Et du coup, je pense que ça m'avait quand même pas mal marqué. Et aussi de me dire, peut-être qu'elle me dit pas tout, parce que j'entendais des fois qu'elle disait qu'elle était à découvert et tout. Et c'est vrai que pour moi, quand j'étais petite, j'étais en mode à découvert, c'est super grave. Ouais. Et c'est un truc de fou d'être à découvert, alors que non, pas du tout. Ça arrive à tout le monde. Mais je crois que c'est cool quand t'es parent de réussir à expliquer et justement de parler d'argent avec tes enfants. En fait, tu pars du principe que tes enfants sont petits, 8-9 ans, en fait, t'as déjà largement l'âge de comprendre, d'écouter, d'entendre ce qui se passe aussi. Mais en fait, je suis totalement d'accord avec toi, le fait il faut parler d'argent à ses enfants. Particulièrement quand, en fait, pour moi, c'est qui tout double. C'est l'expression t'en as dit trop ou pas assez. Ce qui est problématique, et c'est pas que pour l'argent, c'est pour tous les sujets. Les enfants entendent et écoutent beaucoup, mais les enfants ne connaissent rien du monde. Donc ils vont interpréter, ils vont pas comprendre les choses puisqu'on ne leur a pas expliqué et qu'ils n'ont pas encore eu la vie pour leur expliquer comment fonctionnent ces choses. Donc, et je pense que quand on parle assez fort pour que les enfants entendent et qu'on dit tout à côté des enfants, il faut leur expliquer les choses. Parce que après, nous, on interprète. Moi, j'aurais bien aimé que ma mère, elle me dise, oui, je suis à découvert, en fait, ça peut arriver, mais c'est pas grave, il y a une autorisation de la banque, et en fait, j'aurais bien aimé qu'elle m'explique ça. Et plutôt que j'entende des trucs, et en fait, que ça m'angoisse carrément, quoi. Donc, t'as la sensation d'avoir grandi angoissée avec l'argent? Pas tant que ça. Non, en fait, je pense pas que j'ai été angoissée. Je pense qu'il y a surtout eu la plus grande souffrance, c'était pas l'angoisse de l'argent, parce qu'on n'a vraiment jamais manqué de rien, quoi. Et j'ai toujours mangé, j'ai toujours eu un toit. Et j'ai toujours eu même des activités, donc ça va, quoi. Et puis on partait quand même à la mer et tout, donc on avait. Mais t'entendais quand même ta mère dire. Oui, des fois, c'est vrai que. Mais ça génère des peurs, et quoi. Et puis bon, moi, c'est vrai que je comprenais rien quand j'étais petite, mais j'entendais beaucoup, en fait, et il y a plein de choses comme ça que j'aurais bien aimé qu'on m'explique, et parce que ça a dû créer des angoisses. Mais je pense que la plus grande souffrance que j'ai eue par rapport à l'argent en étant enfant, c'est pas l'angoisse de pas en avoir, c'est vraiment le moment où j'ai compris. Je pense que c'est mon frère qui me ramenait de l'école et qui me disait, tu vois, nous, on n'a pas trop d'argent par rapport aux autres et tout. Et en fait, le fait qu'il m'en parle comme ça,
c'est là que j'ai commencé à me sentir mal avec ça et à me dire ah ouais quand même c'est pas ouf quoi. Et oui, donc ça crée une forme d'inégalité, c'est ça? Ouais, c'est ça, Ok. d'injustice et de pourquoi. En plus, moi, ma famille était un petit peu dysfonctionnelle à l'époque, donc il y a ça, plus le fait qu'on a moins d'argent que les autres, que je grande. Mais le problème, c'est mon référentiel qui était pas bon, parce qu'évidemment, mes parents, ils me mettent dans des écoles privées où tout le monde est aisé, des écoles catholiques et tout. Ouais. Donc c'est totalement. Ça n'a rien à voir, ma famille, c'est des gauchos à fond. Et tu sais pourquoi ils t'ont mis dans un collège privé? Bah, je sais pourquoi, parce que je crois que j'en avais déjà parlé avec ma mère, parce qu'un jour, je voulais changer de lycée. J'avais envie, j'en avais marre. Et en fait, elle m'a dit, ah, mais ouais, mais bon, là, je suis désolée, il va falloir que tu restes parce que ça va être compliqué de te retrouver à un autre lycée. Et j'ai pas envie de te mettre dans le public à Champigny. J'habite à Champigny, donc Ok. j'ai pas trop envie. Oui, c'est parce que le public était un peu plus Ouais. craignos, c'est ça? Ouais. Ok. Je pense que c'était quand même un peu classiste parce que franchement, j'ai des amis qui ont été dans ces publics-là, ils sont pas traumatisés, c'est pas non plus catastrophique. Enfin, il y a des zones. Bah, moi, j'ai un ami qui était vers la Courneuve. Lui, son lycée, c'était vraiment très ghetto, quoi. Il se passait vraiment des choses. Peut-être que tes parents voulaient le meilleur Bah, pour toi, je en fait, pense, le meilleur pour vous, mais quoi. je les remercie parce que j'ai appris énormément. Puis j'ai des très bons professeurs, etc. Hein, ça, c'est une bonne chose. Mais c'est vrai que ça permet pas d'avoir un bon référentiel parce que là où dans le public, il y a un peu toutes les classes sociales. Il y a des gens qui sont aisés, des gens qui sont moins aisés. Mais dans le privé catho, c'est quand même un peu tout le temps la même chose, quoi. Oui. Et donc moi, je me sentais Déjà, de assez base, différente. il y a les frais de scolarité Oui. qu'il faut sortir, quoi. Donc, C'est déjà, ça. ça t'incite forcément à avoir Ouais. au moins cet argent-là, à venir, entre guillemets, investir dans C'est l'éducation de tes enfants, quoi. C'est ça. Et d'un côté, c'est une très bonne chose. Enfin, moi, je trouve qu'en plus, il n'y a pas de problème de comportement, etc. Mais c'est vrai que enfin, c'est assez dur, je pense, quand t'es enfant, de se sentir différent. Parce qu'on n'aime pas la différence quand on est enfant. Et en plus, on a l'impression qu'on voit toutes les autres familles. Moi, quand j'allais chez mes copines, j'avais une copine, j'allais tout le temps chez elle, elle avait une très grande maison, etc. Et sa famille, ils avaient l'air parfaits. Et à tel point que je déprimais quand je rentrais chez moi. Et en fait, après, je me suis rendu compte que c'était pas du tout parfait, sa famille, et que limite, bah, je préférais la mienne, quoi. Mais on a toujours l'impression, quand on est enfant, puis il y a des parents qui aiment bien un petit peu montrer que ça va et tout, mais au final, ça va pas. Beaucoup de façades, hein. Oui, beaucoup de façades. Beaucoup de bonheur de façade. C'est ça. Et quand on est enfant, bah, on voit que ça. Hein. On sait pas qu'il y a des sous-textes dans les comportements des gens, quoi. C'est quoi les petites phrases que tes parents, ton père, ta mère, t'ont inculquées par rapport à l'argent? Pas grand-chose, on va dire. Ok. Vraiment pas grand-chose. Bah si, là, par exemple, tu vois, tu racontais que ta mère t'avait amené, par exemple, peut-être une peur autour du découvert. Ouais, mais parce qu'elle m'en parlait pas à moi, en Oui. fait. Elle en parlait à d'autres personnes, et du coup, bah, moi, je pouvais pas trop savoir vraiment ce qui se passait. Alors, c'est pas forcément des trucs que tes parents t'ont dit à toi, mais c'est plutôt les trucs que t'as appris, parfois malgré eux, tu vois. Ouais, bah, le découvert. Qui, pour moi, c'était un truc de fou d'être à découvert. C'était, t'étais à découvert, mon Dieu. Alors qu'en fait, maintenant, je sais que le découvert, bah, tu peux toujours dépenser. Hein. C'est juste pas un bon choix de l'être. Mais c'est pas un drame, quoi, d'être un peu à découvert de temps en temps. Voilà, c'est un petit avantage de la banque, quoi. Mais quand on est petit, c'est pas pareil. Et puis moi, j'étais là. Je savais pas qu'on pouvait dépenser de l'argent en négatif, quoi. Donc, c'est un peu des trucs que tu apprends en étant adulte. Mais j'aurais bien aimé que mes parents ils me communiquent plus à ce sujet. Ok. Parce que du coup, c'est vrai que j'avais plus la peur et tout. Mes parents parlaient pas beaucoup d'argent, en vrai. Ok. Qu'est-ce qu'ils font, tes parents, comme métier? Ou qu'est-ce qu'ils faisaient quand t'étais petite? Je sais pas. Bah, mon père, il travaillait pour le ministère des Finances. Et ma mère, je peux pas trop le dire. Ok. Du coup, mais bon, c'est aussi tout ce qui est en rapport avec la sûreté et tout ça. Du coup, enfin, la sûreté. La sécurité du pays? Oui, un peu, on va dire. Mais ta mère est agent secret. C'est ça. Attention. On va dire ça. Non, mais c'est l'une des raisons pour lesquelles tu peux pas en parler, c'est ça? Je sais que, je pense qu'elle elle-même pas trop que j'en parle. Oui, donc, voilà. Okay. Je comprends. Mais en tout cas, enfin, bref, ils gagnaient leur vie correctement quand même, mes parents. Gagner de l'argent. Ils gagnaient. C'est vrai que c'est dur de cette expression. Elle veut rien dire. Et je trouve qu'on donne pas assez de sens aux mots parce qu'on dit les expressions par habitude. Je suis tombée dans le piège. C'est pas grave. Mais vraiment.
Ils gagnaient. Moi aussi, hein, tu vois, je continue à le dire parfois, je me rends compte que je suis putain. Mais c'est bien, maintenant je le sais. Ouais, c'est cool. Mais ils gagnaient de l'argent, en tout cas, ils avaient un salaire correct. Ils avaient un salaire correct, enfin, il n'y a pas de souci. En vrai, ils avaient des avantages et tout. C'est juste que, aussi mes parents, ils n'ont pas trop eu le truc de. Dans les dépenses. En fait, c'est pour ça que je pense, des fois sentie aussi un peu plus pauvre. C'est par exemple, mes parents n'ont pas de voiture. Et ça. Et vous viviez en région parisienne. Oui. Ce qui est. Du coup, qui est OK. Quoi. Ouais. Et en plus, mes parents, ils se déplacent beaucoup à vélo, à pied et tout. Ouais. Et je trouve ça très bien parce que moi, ça m'a appris à marcher, à aimer marcher et tout. Mais c'est vrai que quand t'es la seule ou tes parents n'ont pas de voiture et qu'on dit tes parents, ils n'ont pas de voiture, je dis bah ouais. Et les gens, ils sont choqués, quoi. Et toi, tu reliais ça à l'argent? Ou en tout cas au manque d'argent? Je pensais qu'en fait, mes parents, ils n'avaient pas de voiture parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent. Alors qu'en fait, ils avaient juste pas envie d'avoir de voiture. Ouais. Et tu leur en as parlé à l'époque ou pas? Non. Ok. Je pense que je leur en ai pas parlé. Mais on a dû déjà en parler en vrai, mais pas du fait que je liais ça à l'argent pendant un temps. Et moi, j'étais là parce que mes camarades, ils avaient des grandes maisons, ils avaient des grandes, enfin, plein de consoles, de trucs. Enfin, ils avaient vraiment beaucoup plus de choses, en tout cas chères que moi. Et du coup, c'est vrai que se comparer à ça, c'est pas du tout une bonne base de comparaison. Et en plus, c'est aussi que mes parents, ils ont pas le même style de vie. Je dis que j'ai une éducation bourgeoise parce que j'ai une éducation dans la culture, avec, je pense, un petit soupçon de classisme quand même. Je pense, malgré eux. Hein. Bah oui. Mais je pense qu'on l'est tous un peu, en fait. Hein. Ah mais oui, c'est sûr et certain. On l'est tous un peu, mais inconsciemment. Mais, quand tu dis classiste, pour les gens qui ne l'ont pas, parce que ça fait plusieurs fois que tu en parles, tu parles en gros d'une forme de discrimination en fonction de la classe sociale, c'est ça? Ouais, en fait, dans le sens où on idéalise une classe sociale bourgeoise, etc. Et c'est vrai parce que on a, je pense inconsciemment, c'est comme dans tous les problèmes de discrimination, on va inconsciemment être problématique sans le vouloir. Après, il y a des gens à des degrés différents, il y en a qui vont l'assumer totalement, il y en a qui vont essayer de l'être le moins possible. Mais je pense que, par exemple, on est tous un peu classistes parce que finalement, on a tellement quelque chose qui est représenté, un idéal, etc., de réussite, parce que on dit souvent réussir sa vie. Et quand on entend réussir sa vie, c'est pas avoir une super famille, c'est pas avoir fait des enfants, c'est pas faire ce qu'on aime, c'est toujours combien tu gagnes. c'est en tout cas, dans ton milieu, c'est ça? En tout cas, de ce que j'entends, en fait, j'ai toujours entendu ah, mais il a réussi sa vie. Et on disait jamais, il a réussi sa vie, par exemple, admettons moi, j'ai l'impression, là, à mon âge, que j'ai réussi ma vie pour l'instant. Parce que je fais ce que j'aime, j'ai des super amis, je suis heureuse, quoi. Pour moi, j'ai réussi ma vie. Bah oui. Mais je suis pas riche du tout. Oui. Mais j'ai réussi ma vie. Et je me base pas sur mon salaire. Bah ouais. Mais c'est des trucs que t'as entendus ou alors c'est un peu une idée que t'as en tête parce que pour moi, tu vois, réussir sa vie, c'est pas forcément lié au salaire, quoi. Ouais, mais je suis assez d'accord avec toi. Je dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais je pense que beaucoup de gens, et c'est peut-être juste une expression qui est vidée de son sens finalement, réussir sa vie, et que les gens ils utilisent ça, par exemple. Qui viennent leur lier encore une fois à l'argent. Ça, exactement. Et en fait, c'est que pourquoi je dis que c'est par rapport. Que c'est problématique cette expression, c'est parce que les gens qui l'utilisent, à chaque fois que j'entends cette expression encore maintenant, c'est toujours pour désigner une personne qui gagne beaucoup d'argent. Okay. Et elle a réussi sa vie. Peut-être qu'elle est pas heureuse, hein. Bien sûr. Peut-être qu'elle court après le fric et que ça la rend pas heureuse. Voilà, enfin. Mais c'est vrai que c'est ce genre d'expressions qui sont vidées de leur sens, mais qui au final, quand on le dit, on imprime finalement une certaine image de la vie, de ce qu'on doit attendre de nous, etc. T'as pas encore écouté le podcast, mais t'es mûr pour l'écouter, parce que c'est exactement le genre de truc dont on parle. Il y a plein de gens qui viennent raconter leurs histoires, et justement, tu vois, typiquement, qu'est-ce que ça voulait dire peut-être pour avant réussir leur vie, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui pour eux, enfin, tu vois, c'est autant de... Très bien, on parlait de réussir sa vie. Si j'ai bien compris, toi, il y a un lien entre l'argent, la vie et la mort. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? En gros, moi, même quand j'étais au lycée, j'avais plus du tout ce problème de rapport à l'argent, etc. J'assumais totalement que j'étais pas de la classe la plus aisée, mais que j'étais bien. Donc j'étais très bien dans ma peau. Tout ce problème était réglé. Et j'avais une amie qui, sa famille était très... c'était vraiment des petits bobos, un peu le cliché, tout ça.
Bon, je les appréciais beaucoup, évidemment, hein. Mais c'est vrai que elle et moi, il y avait une différence. Tu les appréciais, mais tu les juges un peu. Ah bah oui, oui, c'est vrai. Mais bon, elle et moi, il y avait une différence. À l'époque, on était très très proches et on se voyait tout le temps, etc. Mais je voyais des fois des choses qui me mettaient mal à l'aise. Par exemple, qu'elle me racontait qu'un jour, elle était... En fait, c'est que sa famille, ça faisait très parfait. Donc, ils avaient l'air très bien et tout. Et moi, en plus, en fait, on avait fait quelque chose, c'est que pendant un été, elle était venue au camping avec moi et mes parents, un truc un peu sauvage, la montagne, tout ça, les randonnées. Parce que mes parents, c'est ça qu'ils adorent, hein. Et moi, après, j'étais venue dans ils avaient loué, je crois, une villa en Espagne avec sa mère, tout ça. Donc, on avait échangé. C'était moi qui étais venue. Donc, moi, c'est un truc que j'ai jamais eu, des trucs comme ça, villa avec piscine et tout. Enfin, je trouve ça trop bien, quoi. Mais, et elle, en fait, elle a préféré les vacances avec tes parents, ma mère et mon père. à la route. Ouais. Et que moi, en fait, j'ai tellement eu ça toute mon enfance que j'avais envie un peu d'être un peu la petite bobo sur sa bouée, sur la piscine. On fait toujours ce qu'on n'a pas. Bien sûr. Et en fait, ma copine, elle était trop contente parce que ma mère, elle l'emmène en randonnée et tout. Et ce qu'il disait, ouais, moi, ma mère, elle fait jamais rien en vacances, elle veut rien faire. Enfin, pas rien faire, mais c'était, c'est les restaurants, c'est les piscines, c'est la plage. Bon, un moment, c'est vrai que quand t'as connu ça toute ta vie, ça a ses limites. Que aller respirer l'air de la montagne, manger des sardines, enfin voilà, c'est quand même très différent. Et en fait, je me suis rendu compte que, elle était pas si heureuse que ça. Alors que moi, j'étais heureuse, mais j'avais même pas tout ce que je voulais financièrement. Je pouvais pas demander à mes parents, ah, tu me lâches 200 € et tout. Jamais, jamais. Et même, je voyais qu'aux anniversaires au Noël, j'avais beaucoup moins que mes amis. Okay. Eux, ils avaient des grosses sommes assez d'un coup, parce que c'est Noël, parce qu'ils ont besoin pour les vacances, parce qu'ils ont besoin pour une sortie et tout. Mais tes parents, ils auraient pu te donner 200 €, j'ai l'impression. Si t'en avais eu besoin. Ouais, mais j'ai jamais osé trop demander du coup. Et bon, c'est bien parce que ça m'a appris un petit peu la valeur de l'argent finalement. Ouais. Et mais ça t'a aussi empêché tu vois, de te sentir libre d'aller leur demander 200 balles parce qu'à un moment donné, t'en avais. C'est ça. Ouais. Et en fait, cette amie, je voyais qu'on avait un rapport différent à l'argent, c'est-à-dire que moi, à un moment, je faisais du babysitting parce que je voulais gagner plus et je me voyais pas demander à mes parents 200 €, etc. pour sortir ou machin. Du coup, je commençais à faire un peu de babysitting et elle, pas du tout, quoi. Et à un moment, on discute et elle me fait ah là là, je comprends pas. Mon père, il me donne que 130 € d'argent de poche et tout. Et moi, j'étais là, waouh, c'est trop bien, 130 €. Et elle me disait, mais il pourrait me donner plus. Je le sais, mes parents, ils ont de l'argent, en fait. Je sais très bien qu'ils ont de l'argent, qu'ils pourraient me donner plus. Donc, je vais lui demander plus parce que là, c'est pas possible, en fait. Okay. Et moi, j'entends ça. Et ça, c'était mon ami, mais c'est ton ami, mais tu te fous un peu de sa gueule. Là, c'est surtout que c'est que j'étais un peu choquée du manque de reconnaissance, entre guillemets. Enfin, pour moi, on n'a pas à être reconnaissant de nos parents, de nous nourrir et tout, parce que c'est eux qu'on choisit de nous avoir, hein, très clairement. Okay. Mais après, de là à être ingrat, de l'argent de poche, c'est quand même gentil d'en donner, quoi. Et à un moment, quand t'as plus de 16 ans, tu peux aussi travailler. En tout cas, moi, c'est ma façon de voir les choses. Et c'est cool que les parents donnent un peu d'argent de poche pour pas que leurs enfants ils se mettent dans le travail trop tôt. Mais il y a une manière de demander les choses, quoi. C'est pas pareil de j'aimerais bien qu'il me donne plus, je vais lui demander. Et d'être non, mais de toute façon, ils ont les moyens, ils peuvent. Et ça m'avait vachement choquée. En fait, ça m'a marqué. Et là, je me suis dit oula, c'est mon ami, mais bof là. Ok. Et en fait, il y avait plusieurs moments où c'était. En fait, elle se disputait très très souvent avec ses parents, tout ça. Elle avait un rapport très problématique avec eux. Là où moi, je me disputais plus avec mes parents depuis longtemps. Et du coup, c'est vrai que j'avais l'impression d'être un peu la grande sœur dans cette amitié où, au final, je me disais, mais elle est très gamine, elle est pas responsable. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Et je me disais, bon, certes, mes parents, ils sont très différents des autres, ils font rien comme tout le monde. Mais je trouve que je me suis dit, ok, je préfère mon éducation. T'avais quoi, 16-17 ans là, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça. Ok.
Mais alors, j'ai essayé de creuser un petit peu. Je sais pas pourquoi tu m'as raconté cette anecdote, parce que je te demandais ton rapport entre l'argent, la vie et la mort. Oui, alors, je vais y venir. Ok, d'accord. C'est que après, c'est parce qu'il fallait vraiment que j'explique que ce problème-là était réglé. Ok. Ah oui, d'accord. Okay. Oui. Et j'ai tendance à passer par 4000 chemins. Non, mais t'inquiète, chercher juste le lien avec ma question initiale. Le truc, c'est que pendant 2 ans, donc entre mes 18 et mes 20 ans, j'ai fait du coup mes études et c'était mes 2 seules années d'études où je ne travaillais pas en alternance en fait. Okay. Donc c'était les 2 années où déjà mes parents étaient bien gentils de me payer ces 2 années. Je vais pas commencer à leur demander de me payer mon loyer, de me payer machin. Et en fait, j'étais avec un garçon et donc j'habitais avec lui. Et pas finalement parce que j'en avais vraiment envie. Je pense que j'avais pas envie d'être chez mes parents. Mais je pense que aussi je me sentais un petit peu prisonnière de ça. Et en fait... prisonnière du fait d'être chez ce mec, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Et en fait... et puis j'avais pris l'habitude en plus. Et donc j'avais vraiment pas d'argent. Parce que pas d'argent quand t'es chez tes parents, c'est pareil que pas d'argent quand tu dois faire des courses et tout. Et puis mes parents, ils m'avaient dit, de toute façon, là, t'as pas besoin, t'as juste envie d'être indépendante. On te paiera certainement pas un loyer s'il y a pas de réel besoin. En gros, ils me disent, si ton école, elle était loin, on aurait fait ce sacrifice. Ah oui, d'accord. C'est toi qui voulais, à cet âge-là, te dire, OK, j'ai besoin de m'émanciper, d'aller trouver un lieu pour pas être chez mes parents. Ouais, c'est ça. Et eux t'avaient dit, bon, bah, en fait, si c'est ton choix, on va pas t'amener de l'argent en plus. Oui, quoi. voilà, c'est ça. Mais t'avais quand même pas de quoi bouffer. Bah, je faisais du babysitting, donc ça payait pas grand chose. Donc à chaque fois, mes courses, j'avais pas d'autorisation de découvert à cette époque. Et surtout, j'avais ce rapport à l'argent très, il faut faire attention. Et en fait, parce que j'en avais pas, et je savais pas tout ce que je pouvais faire avec mon compte bancaire, que je pouvais déjà faire avec mon compte bancaire, je le savais pas, et mes parents me l'avaient pas dit. Qu'est-ce que tu pouvais pas faire Enfin, que j'avais d'autres argent de côté et tout. Ah. Je le savais pas à ce moment-là. Et je posais jamais la question. Parce que tu veux dire que tes parents t'avaient mis de l'argent de côté. Ouais, c'est ça. Ok. Pour des projets que tu pourrais avoir une fois adulte. Ouais, c'est ça. Okay. Et en fait, moi je le savais pas, mais t'avais ça m'aurait. Combien de sous ? Je dirais 3000, un truc comme ça, 3000. Mais bon. Et tes parents t'en avaient pas parlé ? Bah non. Ok. Tu leur as demandé ? Pourquoi ? Non. Je pense on est très pudique dans la famille déjà. Alors bon, l'argent. Tu veux dire pudique d'une manière générale ? Ouais. Enfin, en fait, on ne s'est jamais dit, bah, par exemple, les je t'aime, les trucs comme ça, on se le dit pas. Juste parce qu'on n'est pas comme ça, quoi. Et je pense que quand t'es pudique et que t'es français, l'argent, t'en parles pas trop, quoi. Je suis d'accord. Enfin, il y a quand même ce truc. Mais moi, j'aurais bien aimé avoir du coup une vraie éducation financière. Mais bon, je reviens à mes moutons. Mais même aujourd'hui, tu leur en as pas parlé ? Tu leur en as toujours pas parlé avec le recul ? Si je leur ai pas vraiment dit, j'ai vraiment pas eu une discussion à proprement parler à ce sujet de pourquoi vous m'avez pas dit et tout. Et podcast. Ouais, c'est ça. Ça peut se faire. Mais en gros, à ce moment-là, donc je me privais énormément parce que j'avais pas le choix. Et en plus, j'avais une pression mon ex-compagnon, pression sur tous les sens du terme. Donc déjà, j'étais pas bien et tout, mais je sortais plus. Parce que quand j'avais 18 ans, moi, 17-18 ans, je sortais en boîte tout le temps. J'avais même pas 5 € sur moi. Je savais que j'allais me faire payer des trucs. Ouais. Je m'en fichais de rentrer en transport à 8 h le lendemain. Je voulais juste sortir et tout. Je m'en fichais. Je fais plus jamais ça de ma vie, quoi. Mais à cet âge-là, on est tellement inconscient et tout qu'on s'en fiche de l'argent, en fait. Et à un moment, j'ai un pote qui m'avait dit, ça te dérange pas de manger des pâtes tous les jours ? Je dis, bah non, moi, je m'en fiche, en fait. Et mais c'est parce que je pense que je m'étais pas laissé le choix de manger autre chose que des pâtes. Et quand j'allais faire mes courses, j'étais là, j'espère que ma carte elle va passer, sinon c'est trop la honte en plus. Je stressais et tout. Et pour manger, c'était stressant. D'ailleurs, j'étais végétarienne à l'époque. Et je me suis rendu compte qu'être végétarien, ça coûte plus cher que de ne pas l'être quand t'es étudiant et que t'as pas un rond. Et ouais, j'avais vraiment pas de sous. Bah, par exemple, prendre un Uber, c'était inenvisageable. C'était vraiment pas beaucoup de sous, quoi. Et donc, fallait manger. Quand je sortais avec mes amis, je prenais un café.
déjà parce que je buvais pas d'alcool, mais parce que l'alcool c'était trop cher, les coca c'était trop cher, donc je prenais du café, quoi. Un truc qui coûte 2 euros. Donc j'étais vraiment dans le faut faire attention. Et même pour les cadeaux de Noël, c'était pas une angoisse pour moi parce que ma famille, ils sont pas très casse-pieds là-dessus. Ils ont jamais été exigés de nous qu'on achète des trucs chers et tout. Il y a pas ce truc-là dans la famille. Mais heureusement, parce que j'avais pas les moyens et les anniversaires, les Noëls, c'était une angoisse pour moi. Et t'as pas osé aller demander de l'aide à tes parents à l'époque? Non, un jour, j'ai demandé 60 euros à mes parents. Parce que vous étiez brouillés ou? Non, mais juste, j'avais plus envie de dépendre d'eux? Déjà, j'avais pas envie de dépendre d'eux, mais aussi j'avais envie d'être tranquille, en fait. Je sais pas, j'avais pas envie d'être chez mes parents, j'étais pas... Ah non, mais je te parle pas de ça. Je te parle juste du fait que... Ah, que j'ose pas demander? Bah ouais, parce que tu t'aurais très bien pu revenir les voir en leur disant, en fait, là, j'ai un peu de mal. Est-ce que il y aurait moyen de me filer, je sais pas, 100 balles par mois qui me permettraient de me... J'ai jamais osé demander ça, en fait. Et parce que... Pourquoi j'ai jamais osé? C'est une question que je suis en train de me poser, là. Hein. Je pense que dans ma tête, j'ai intégré l'idée que mes parents ne pouvaient pas et que sinon ils m'auraient aidé d'eux-mêmes en fait et qu'ils m'auraient proposé ça d'eux-mêmes parce qu'ils savaient très bien que j'avais pas un rond donc c'est pour ça que j'ai pas osé demander. Je pensais que je m'étais dit que c'était pas possible, qu'ils allaient jamais accepter et tout. Tu leur en as pas reparlé là? Non, je leur en ai pas reparlé parce que c'était il y a pas si longtemps finalement. C'était il y a 4 ans quoi, 4-5 ans. Donc finalement et un jour j'ai demandé 60 euros à mon père. Truc que je fais qui n'arrivait jamais évidemment hein. Mais surtout que mon père il savait qu'il y avait plein de fois j'étais en galère et tout et qu'il fallait que je mange quoi et se rendait pas compte et moi j'aurais bien aimé qu'il me propose de m'aider quoi j'aurais bien aimé donc je leur ai pas demandé parce que je me suis dit s'ils le font pas d'eux-mêmes c'est que c'est à moi de me débrouiller en fait et en fait t'as demandé 60 balles à ton père, c'est ça? J'ai demandé 60 balles à mon père et parce que là j'avais vraiment besoin et tout. Et en plus, j'avais des trucs pour l'école à payer, du matériel, machin. Et il me les a donnés. J'étais en mode, waouh. Je pensais que je devais négocier et tout. Et non, il me les a donnés. J'étais là. C'était si simple. Mais je pense pas qu'il... De toute façon, parce qu'à un moment, j'avais eu une discussion, avec mes parents sur le fait que je disais que c'était fatigant de vivre dans cet endroit et que je me sentais déjà pas bien, mais en plus le fait de jamais avoir de sous et tout. Et mes parents m'avaient dit en vrai si t'avais eu besoin on t'aurait payé le loyer, mais si t'avais vraiment eu besoin d'avoir un loyer, que là en vrai tu pourrais très bien vivre à la maison. Et ils n'ont pas compris que moi c'était pas possible pour moi de vivre avec eux quoi. Donc voilà, donc je me suis retrouvée pendant 2 ans à me restreindre avec ce mec qui, en plus, si j'ai bien compris, n'était pas très empathique. N'était pas très sympa avec toi. Et en fait, d'ailleurs, il me disputait, donc il m'engueulait parce que il me disputait moins, comme si j'avais choisi ma famille, quoi, en me disant mais ta famille pourrait quand même t'aider et tout, mais c'était pas bienveillant, c'était pas oh là là, ça me fait de la peine de voir ça. C'était vraiment en mode c'est de ta faute. C'est de ta faute en fait. Parce que lui, il avait sa mère qui lui passait du blé, qui l'aidait et tout, alors que... Et bon, moi, j'étais là en mode, t'as de la chance, c'est cool pour toi, mais... Ça décharge, t'es jamais allé demander non plus, tu vois. Ouais, c'est vrai, j'ai pas demandé, mais bon, c'est que j'ai vraiment intégré le fait que... Ouais, je comprends. Ouais, c'est pas une critique quand je te dis ça, c'est et puis juste... je pense que j'ai ce truc, pas de fierté, mais d'être indépendante et tout, d'avoir cette envie-là, de pas dépendre de mes parents. Donc je pense qu'il y avait aussi de la fierté, parce que je vais pas demander de l'argent à mes parents. Mais en fait, aussi, mes parents, ils m'ont dit catégoriquement qu'ils ne m'aideraient pas pour loyer. Donc, là aussi, j'aurais pu demander, ça aurait rien fait. Je comprends. Et le fait que, ils me mettaient vachement la faute dessus. En fait, ils t'avaient dit ça au début. Non, ça ils me disaient ça un peu tout le long de la relation. Et je lui disais, mais j'ai pas choisi ma famille, quoi. Enfin, et par exemple, il m'avait déjà fait une réflexion assez classiste. Hein. Je vais encore parler de classisme. Mais lui, il venait d'un département de la Grande Couronne, quoi. Donc, un peu la campagne, quoi. Pour moi, c'est un peu la campagne. Et il habitait sa mère, tout ça, habitait dans une maison. Et moi, j'habitais, du coup, dans le 94, en banlieue, tout ça. Mais d'ailleurs, c'est un truc qui m'a toujours fait rire.
c'est que quand je disais que j'habitais à Champigny, même depuis que je suis petite, les mères de mes copines ou tout ça, qui habitaient dans des trucs un peu plus bobos, étaient là, oh, Champigny! Enfin, comme si c'était un truc de fou et que j'habitais vraiment dans le ghetto, quoi. Ouais. Et j'ai toujours eu cette impression, alors que Champigny, déjà, surtout maintenant, c'est très droitisé et tout, mais Champigny, c'est pas du tout c'est pas du tout craignos, quoi. Ouais. Et j'ai toujours eu cette réflexion, et mon ex m'avait fait cette réflexion. Il m'avait dit, mais tes parents, ils s'intéressent pas à ton bien-être, parce que moi, mes parents, par exemple, ils m'ont fait vivre dans le 78, tranquille, Ouais. dans une ville tranquille et tout. J'ai fait ma scolarité dans une ville tranquille. Moi aussi, j'ai fait ma scolarité dans une ville tranquille. Et en fait, c'était en mode, mais tes parents, et pourquoi ils habitent à Champigny? Moi, jamais de la vie, ça me viendrait à l'esprit si j'ai des enfants et tout. Ah ouais, Ouais, c'était quand même... beaucoup de jugement. Hein. Ah, c'était chaud. Et est venu le jour où il y a eu, du coup, le premier confinement. C'est là que je vais parler du rapport vie-mort. Moi, ce qui s'est passé, alors ça va paraître très, très extrême, mais quand il y a eu le premier discours de Macron, je crois... Nous sommes en guerre. Ouais, celui-là particulièrement. Moi, j'étais chez un ami et sa famille était dans une parano. Mais ma famille, ils étaient pas du tout dans une parano. Ils faisaient pas de réserve et tout. Ils avaient fait les courses normalement, voilà. Mais la parano, et en fait, je suis ressortie de chez eux, j'étais traumatisée. Je me suis dit, on va tous mourir et tout. Alors que de base, moi, je suis entrée dans leur maison. J'ai dit, oh, c'est une petite grippe, le Covid. Enfin, j'ai mes parents qui étaient pas du tout stressés et tout. Mais moi, j'étais pas stressée parce que je me disais, en France, de toute façon, ça peut pas partir en cacahuète. Et bon, en vrai, c'est pas si parti en cacahuète que ça, puisque finalement, ça c'est quand même, on va dire, moi, j'imaginais la guerre civile et tout. Hein. Vraiment, enfin, des scénarios de malades et tout. Parce que en fait, c'est leur famille m'ont fait flipper. Et plus le discours de Macron m'a fait flipper. Tout ce qui commençait à se passer juste après le discours de Macron, nous sommes en guerre. Le fait que là, on tout ferme, les bars, les restos, tout d'un coup, quoi, sans qu'on ait été prévenus. Et moi, je me suis dit, je me rappelle que le jour où les bars et restos ont fermé et qu'on a été au courant, je crois 2 heures avant en plus. Ouais. Moi, j'étais dans un bar avec avec ce pote-là et avec d'autres potes, et on s'imaginait des scénarios où limite, enfin, ça va être extrême ce que je vais dire, mais on se prostituerait pour des paquets de pâtes, quoi. Ouais, c'était pour moi, je pensais que tout allait fermer, que ça allait être le chaos. J'avais même, je pense que c'est parce que j'avais discuté avec ses parents et j'avais super peur. Je sais plus qui m'a mis ça dans la tête. Mais je commençais à avoir peur que ça pète vers chez moi. Et qu'il y ait des gens qui m'agressent pour me prendre ma bouffe et tout. Enfin, des scénarios de malade, quoi. Et même The Last of Us, quoi. Même Hollywood, tout ça, ils ont dit bien, franchement. Mais non, scénario de malade, mais complètement catastrophiste et tout, en fait. Je pensais même que je m'étais préparée. Je me suis dit, mes parents, ils vont mourir et tout. Donc, ouais. Un gros choc, en fait, que j'ai eu. Parce que normal, hein. Je savais pas du tout ce qui allait se passer et que j'ai été entourée de gens très parano. Oui. Du coup, ils m'ont retransmis leur peur et j'ai commencé... En fait, mes certitudes que tout allait bien se passer se sont littéralement effondrées. Parce que j'avais pas la certitude que tout allait bien se passer non plus. Je savais que c'était une pandémie assez grave et tout. Mais j'ai l'impression que quand on est français et tout, on est un peu intouchable. En tout cas, on a cette impression-là, mais c'est vrai que c'est pas... Quand il se passe des choses, c'est souvent dans les autres pays, c'est pas en France, quoi. Ouais. C'est une habitude qu'on a pris comme acquise. Et le jour où il y a un truc qui vient ébranler ces certitudes-là, bah plus rien n'est certain, en fait. Et là, je me suis dit, ça va être la merde, quoi. Et tu vois, dans ta génération, même avec les attentats de Charlie, du Bataclan, etc., il y a... Parce que tu vois, j'ai eu l'impression... Enfin, moi, j'ai des filles qui sont un peu plus jeunes que toi, hein, et je sais que ça les a marquées de ouf. Ça les a fondamentalement. Elles avaient quoi, 2015, elles avaient 8 ans. Donc, t'étais un peu plus vieille, toi. Ouais, moi, j'avais 15 ans. T'avais 15. Ouais. Mais ça t'a pas ancré dans un truc de peur? T'étais plutôt optimiste par rapport à tout ça et tout? Bah, moi, les attentats, ça m'a marqué dans le sens où j'ai eu beaucoup de peine pour les victimes. Et ça m'a vachement choquée. Mais j'ai pas eu peur et ça m'a pas marqué, moi. Enfin, ça m'a choquée. Oui, bien sûr. J'ai eu beaucoup de peine. J'ai espéré que... Il y a quand même des moments qui m'ont un peu marqué. Je me rappelle le lendemain des attentats du 13 novembre, où carrément le parc à côté de chez moi était fermé, tout était désert. Mais j'avais encore cette certitude qu'on est intouchable. Même malgré ces attentats, je me suis dit... Bon, bah, normalement, ils ont décrété l'état d'urgence. En fait, ça m'avait un peu rassurée aussi. Je me suis dit, ça veut dire que normalement, ça devrait aller. Et j'avais pas peur, en fait. Je pense que j'ai jamais eu peur. Et je continue à aller en terrasse et tout. Non, mais tant mieux, hein.
Mais j'avais ce truc de faut pas se laisser faire. C'est pas parce que. Enfin, j'étais là. Bah, c'est le truc qu'ils ont dit un peu Paris est une fête, tout ça. Et moi, j'étais là. Même si on a peur, il faut pas le montrer et tout. Ouais. Et là, pour le coup, le Covid, tu t'es fait avoir, quoi. Bah, en fait, parce que quand il y a eu l'annonce donc en janvier, je crois, en janvier 2020, quand il y a eu l'annonce, un virus mortel venu de Chine, moi, ce que je me suis dit, c'est, la routine, dans le sens, parce que des virus mortels, par exemple, Ebola, tout ça, on en avait entendu parler, tout ça, mais c'était jamais chez nous, quoi. Il y a peut-être 2-3 cas chez nous, peut-être, mais il n'y a jamais eu de truc où là, faut tous rester enfermés, là, c'est chaud. Et moi, en fait, j'ai eu, je pense, mais c'est vraiment une habitude parce qu'en France, particulièrement, déjà en Europe, mais en France, on a vraiment ce truc d'être un pays tellement puissant et tellement bien situé géographiquement que tout ce qui est catastrophe, on n'a pas l'habitude. Okay. Et on voit, en plus, on a cette éducation oui, ailleurs dans le monde, c'est chaud, hein, mais ici, on est bien, quoi. Et ce qui est la vérité, ce qui est fondamentalement vrai. Et même avec le système de santé, on ne pas payer des sommes astronomiques parce que t'es malade. On est des gros privilégiés. C'est incroyable. Et du coup, on est tellement privilégiés. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de soucis, hein, mais il y a des gros soucis. C'est comme, ce système de sécu social est quand même dingue. Il y a des gros soucis. Bien sûr. Mais c'est vrai que personnellement, moi, en tout cas, comme beaucoup de gens, hein, je suis née, j'ai pas connu la guerre, j'ai pas connu la maladie, j'ai eu quand même beaucoup de chance. Et en fait, quand j'ai eu ce truc, à chaque fois qu'ils annoncent un truc dans le monde en mode attention, moi je suis là, ça va jamais arriver chez nous. Chez nous, ça va être bien géré parce qu'on a des bons hôpitaux. Voilà quoi. Et en fait, là, ça s'est effondré, quoi. Toutes en ces fait, illusions, finalement, au final, on n'était pas du tout préparé à ce virus. En tout cas, tu l'étais pas. Ouais, mais le pays n'était pas non plus. Personne l'était. Moi, je sais que j'avais ma sœur qui est infirmière et qui allait travailler avec des masques périmés depuis 2011. Je crois que ma mère des masques périmés depuis 2003. Donc, qui allait au casse-pipe, quoi, littéralement, quoi. Parce que le Covid, malheureusement, c'est peut-être moins violent que la grippe A, mais c'est tellement contagieux que finalement, c'est beaucoup plus mortel. Et puis surtout, à l'époque, il était vraiment vénère, quoi. Mais c'est vrai que, ça, c'est... Puis le fait quand même rester tous chez vous et tout, ça fait un peu des scénarios de... Ouais, on est dans The Last of Us, quoi, clairement. Et puis moi, je pensais carrément qu'il y aurait l'armée dans la rue et tout. En fait, c'est un choc que j'ai eu, un vrai choc que je me suis pris en pleine face. Le fait qu'on n'était pas invincible. Que nous, les riches occidentaux, là, qui avons tout... et en même temps qu'il arrive rien, bah non, on n'est pas invincible. En plus, aussi. Ils ont fermé les bars et les restos, on peut même plus faire Paris est une fête, putain. C'est ça, voilà. Bon, je crois que j'ai eu tellement le choc d'un coup que j'ai eu en même temps peur des conséquences et en même temps peur d'avoir le virus. Okay. J'avais très peur. Carrément, mes parents m'ont dit félicitations, parce que du coup, je suis revenue chez mes parents à ce moment-là. Et faut savoir que pendant les 2 mois qu'a sorti le confinement, je suis sortie 2 fois. Ok. Ouais. Je suis sortie 2 fois. J'avais peur de choper le Covid. Et je me suis dit, si tu fais ça... c'était un peu... maintenant, pas que je le regrette, mais je suis beaucoup plus critique là-dessus. Je pense que le gouvernement, en faisant tout le temps le décompte des morts, il cherchait bien à nous faire peur et tout. Pendant ce temps-là, il y a des trucs qui passaient et tout. Et comme ça, c'est bien un peuple bien docile, quoi, les Français, finalement. Ouais. Puis il y avait... je saurais jamais... Pour moi, c'est plus... Je crois qu'il y a aussi un truc de vouloir expliquer où en est le pays. Et puis, bon. Et puis, de toute façon, c'est une crise qu'on n'a jamais... Oui, puis il y avait l'urgence. Donc, en soi, ça a été plutôt bien géré chez nous, quand même. On va pas se mentir. Mais il y avait 2 teams. Il y avait la team de « c'est scandaleux qu'on soit confiné, etc. » Et c'est vrai que c'était un peu casse-pied qu'ils nous disent jamais quand c'est terminé, quoi. Bah ouais. Et il y avait la team... Moi, j'ai arrêté de regarder les infos à ce moment-là. C'est là où j'ai arrêté de regarder les infos. Il fallait faire ça. En fait, je regardais Hugo Décrypte à la base. Ouais. Et même maintenant, à la limite, je suis de temps en temps sur Insta. Mais les news, là, même les vidéos, je regarde plus du tout. Ah ouais. Et c'est depuis le Covid. Et je me rappelle que parfois, j'allais dans le salon et je disais, pendant le premier confinement, je disais à mes parents, arrêtez de regarder les infos. Bah oui. Là, parce que c'est le décompte des morts. Le décompte des morts, c'est en boucle, c'est anxiogène. Et je leur disais, parce que moi, à ce moment-là, j'avais des grosses angoisses. Parce qu'il y a eu les gilets jaunes et tout se passe sur Paris, quoi. Les gilets jaunes, on entend parler de beaucoup de violences policières sur les manifestants. Moi, ça m'avait vachement choqué. Ça m'avait énormément choqué. Et puis, il y a le Covid qui arrive, toutes les mesures. Et moi, je pensais vraiment que... Mais je m'étais dit, ça va être la merde, je vais peut-être perdre mes parents et tout. Enfin, ok. Ouais. Donc, gros dose pour toi, le Covid. Et puis, il y a ce truc de... En fait, ça m'a vachement appris un truc, parce que quand j'avais entre 18 et 20 ans, et même ma vie d'avant, je me payais le luxe
d'être déprimée. Ce qui est pas un luxe, qui est malheureusement être dépressif et c'est pas drôle du tout, quoi. Mhm. Mais après, j'ai beaucoup moins eu ce truc de déprimer, de pleurer, d'être pas bien. Parce que avec le Covid, il y a tellement ce truc qui est venu de la vie ne tient qu'à un fil. Et que du coup, là, mon rapport à l'argent a changé quand je suis sortie du confinement. Donc on y vient. Oui, C'est-à-dire que tu as on eu y- tellement peur de la mort, Ouais, de ta mort, ouais. Sauf que tu t'es dit, waouh, ce qui est cool finalement, c'est la vie. Oui, exactement. Et c'est les plaisirs. Et parce qu'en fait, ce qui est marrant, et c'est pour ça que c'est important que je te parle de ma relation que j'ai eue pendant 2 ans, c'est que moi, je suis sortie avec quelqu'un de très possessif, qui enfin, pour qui toute sortie ou quoi était prétexte à dispute, Hmm. qui voulait vraiment m'enfermer, etc. Et du coup, c'est vrai que pendant ce temps-là, je ne sortais pas. Je pense que je ne sortais pas parce que je me l'étais interdit déjà financièrement, mais je ne sortais pas aussi parce que c'était Il y a trop il y a compliqué. une forme d'emprise, quoi. Ouais, c'est ça. Hmm. Une grosse emprise. Et en fait, quand j'ai réussi à me débarrasser de cette personne, en fait, donc c'était juste avant le premier confinement. Et en fait, je me suis dit, mais j'ai trop envie d'aller en boîte et tout avec mes amis. Et là, bim, confinement. Donc, super. En fait, ma jeunesse, parce que vivre sa jeunesse, c'est pas que boire, c'est pas que. Mais bon, c'est quand même beaucoup faire la fête, quoi. Oui. Beaucoup sociabiliser et tout. Beaucoup aller à des soirées. On va pas se mentir, c'est quand même une bonne façon de profiter de sa jeunesse, Bien quoi. sûr. Ouais. Et surtout quand on entre dans l'âge adulte, il y a encore cette insouciance et tout. On n'est pas encore trop fatigué en lendemain de soirée. Donc, c'est vrai que finalement, là où j'aurais dû vivre ma jeunesse, et heureusement que je l'ai vécu un petit peu avant mes 18 ans quand même, finalement, ça a été balayé et par ma relation, ça a été balayé par le Covid. Et là, je me suis dit, bon, on est bien peu de choses quand même. Mm. Et autant liquider mes sous. Sauf qu'en fait, j'allais pas bien du tout. En fait, c'est le moment où t'as un rayon de soleil dans ta vie, mais où, en fait, tu vas bien, mais tu ne vas pas bien au fond. Parce que toutes les blessures du passé, tout ça, restent, mais tu vas tellement bien, t'es tellement content. Et parce que quand même, on est sorti du Covid, c'est bête, mais le temps était incroyable, la météo était incroyable. Tu veux dire en mai 2020, c'est ça? Ouais, finalement, on n'est pas Parce qu'on mort. n'était pas sorti du Covid en mai 2020, Non, mais on était sorti du premier confinement. Ouais. Et c'est vrai que j'étais en mode, super, on n'est pas mort. J'ai rencontré quelqu'un en plus de super et tout, je suis trop contente. Donc là, c'était la belle vie, quoi. Enfin, c'était les apéros. Ok. C'était la belle vie, quoi. J'étais entourée de gens formidables et tout. Et puis, en fait, je commençais à, par exemple, à me faire des virements, tout ça. Et en fait, des fois, quand je rentrais, quand je me retrouvais seule, je savais que j'allais pas bien. Je me dis, ah ouais, puisque je passe des super moments, j'ai beaucoup plus confiance en moi là-bas, une fois que je me suis débarrassée de quelqu'un qui De cette emprise, était très ouais. toxique, etc. Je me rends compte que, ouais, mais franchement, j'ai plein de qualités. Je me suis remise à écrire. Alors, pendant 2 ans, j'avais pas écrit. Donc, sauf que c'est un peu dangereux de passer d'un gros down de 2 ans où on ne se reconnaît plus, où on ne s'aime pas, et de repasser à d'un coup une pulsion créative, on se sent bien, on a des personnes qui nous valorisent vachement, on se rend compte que l'amour c'est pas mort et qu'on trouve quelqu'un qui est génial et tout, et c'est trop d'un coup en fait. Et donc je me suis dit, en vrai, je pense que je vais mettre fin à mes jours. Parce que j'avais pas en fait, ça m'a tellement choqué tout ce qui s'est passé, etc. Et c'était trop d'un coup que j'étais en mode, je pense que j'ai pas envie de. Normalement, quand j'étais déprimée avant, j'étais en mode, faudrait que je sorte, que j'aille voir mes amis. Je suis trop déprimée, ou faudrait que je pleure un coup, ou je sais pas. Et là, c'était, je pense qu'en vrai, il faudrait que ça se termine. Genre. Alors que t'étais sortie de cette période dépressive, justement. C'est ça. T'avais pas envie d'y retourner? C'est ça? Je pense qu'en fait, je sentais que j'avais une épée de Damoclès au-dessus de la tête. C'est trop beau, quoi, ce qui m'arrivait. Et puis, je passe quand même de beaucoup de malheurs. Parce que même avant que je me mette avec ce compagnon, il m'est arrivé quand même des trucs pas cool. Et un enchaînement de trucs pas cool que j'ai dû affronter toute seule, etc. Et là, je me suis dit, tout le monde pense que tu vas bien.
tu ne veux pas, et puis tu viens de rencontrer ce gars qui est génial, t'as pas envie de lui faire subir ça. Je me suis dit, je veux surtout pas être la dépressive, je veux pas gâcher cette relation et tout. Et au final, j'ai plus fini par m'éloigner de cette personne et au fil du temps, parce que je voulais pas admettre que j'allais pas bien et tout. Et non, je l'ai vraiment très mal en fait. Et je m'étais dit, en vrai, ce serait parfait que là, tu vives ta meilleure vie et entouré des gens que t'aimes. Et tout ce qui est plaisir, etc., tu te fais plaisir. Et quand ton compte en banque sera vide, tu passeras à l'acte. Et ouais, c'est un peu un truc de psychopathe, je pense, Non. d'avoir pensé ça. Mais Pourquoi tu te juges comme ça? enfin, en fait, je trouve que c'est quand même... C'est étonnant d'avoir lié ça à l'argent, Oui, voilà, c'est ça. mais c'est pas un truc de Oui, psychopathe, mais c'est vrai que une question intéressante. c'est pas très quoi. commun, quoi. Ouais, c'est une question intéressante. Ouais. Il y avait un peu un truc de... Tu crames tes dernières... Le Ouais. plaisir, un peu comme une étoile filante, c'est Ouais. ça? En fait, je me suis dit, c'est comme si je voyais la mort en face de moi, mais que j'étais pas malade ou quoi que ce soit, mais que je voyais que ça devait arriver. J'étais en mode, non, mais je peux pas continuer comme ça. Je ne suis pas bien, en fait. Je ne suis pas bien et c'est pas je vais pas bien, c'est-à-dire je me lève, je suis déprimée et tout. J'ai une vie qui est quand même formidable, mais faut pas oublier que je ressors de loin, quoi. Et que j'ai peur pour la suite, en fait. Parce que je venais de commencer une année de césure, en fait. Pour pas être avec mon compagnon, pour pas me retrouver avec mon compagnon, enfin mon ancien compagnon, et retomber dans quelque chose de malsain et tout. Donc j'avais pris la décision de faire une année de césure. Donc je m'étais privée quand même de continuer mes études. Et donc finalement, j'allais pas très bien, quoi. Et je m'étais dit, en plus je commençais à boire pas mal, pas jamais toute seule et tout, mais faire beaucoup de soirées et tout. Et du coup, ça ne rend pas heureux hein, de passer son temps en soirée à boire, etc. En tout cas, t'as l'illusion que... Oui, en fait, c'était... que ça règle le problème, quoi. Non, pas que ça réglait le problème, mais que au moins je vivais des bons moments, quoi. Et sauf que bon, les trucs avec les plaisirs, c'est que si c'est trop souvent, on ne profite plus de la chose. C'est comme à quelqu'un qui va se faire des restaurants tous les jours. Pour lui, il va pas avoir un vrai plaisir. Que quelqu'un qui se fait un restaurant tous les 2 mois, là, il va vraiment apprécier, quoi. Je suis pas d'accord avec ça. Enfin, mais ça dépend comment tu vis la chose. C'est-à-dire que tu vois, tout à l'heure, tu parlais des couchers de soleil. Je crois que tu peux vivre tous les jours un putain de coucher de soleil et le kiffer. Ça dépend de est-ce que tu prends conscience que c'est incroyable ce qui est en train de se passer devant toi, quoi. Ouais, c'est vrai. Après, le truc oui, je prends les restaurants pour exemple, mais parce que moi, ça m'est arrivé justement de faire des restaurants assez souvent à cette période-là où justement je m'étais dit, je vais tout cramer. Et puis, c'était la première fois de ma vie que je me faisais vraiment plaisir. J'avais l'impression d'être riche, quoi. Je sais que je l'étais pas. Carrément, des fois, je payais des trucs à mes amis et tout. Et eux, ils se rendaient pas compte que c'était le countdown de ma mort, en fait. Ils se rendaient pas compte. Ils pouvaient pas le savoir parce que dès que moi, j'avais un masque. Donc, dès que je voyais mes amis, je souriais, je rigolais et tout. Mais parce qu'il fallait surtout pas qu'on sache. Oui, parce que derrière le masque, t'étais en train de chialer, quoi. Ouais, mais je voulais surtout pas qu'on sache ce que je prévoyais de faire. Et je voulais surtout pas qu'on sache que j'allais mal. Enfin, je voulais que en fait, mes amis, etc., même ma famille, qu'ils aient une image de moi, qu'ils gardent une bonne image de moi et tout, solaire, tout ça. Et que j'embête personne avec mes problèmes. Du coup, c'est vrai que ouais, je claquais quand même de l'argent un peu n'importe comment. Je prenais tout le temps des Uber. Déjà parce que j'avais la phobie des transports. Et sauf que finalement, j'étais dans le confort et tout à fond. Et je liquidais mon argent. Je m'en fichais en fait. J'avais pas de projet pour plus tard. Parce que je me suis dit, plus tard, ça va pas arriver. Et donc, c'est vrai que quand on pense pas à l'avenir, l'argent, on s'en fiche. Parce qu'on ne meurt pas avec son argent. Tu peux mourir avec, mais tu vas pas l'emporter. Oui, voilà. Je crois que c'est le titre de dans ton la mail, tombe. dans ta tombe. Ouais, on n'emporte pas son argent dans la tombe. Et puis, c'est même laisser l'argent à ma famille, c'est pas ça qui va les consoler s'ils me perdent, quoi. Parce qu'en fait, à ce moment-là aussi, pourquoi j'ai voulu le dire à personne et que je me suis dit la seule solution, c'est que je me suicide. C'est que ça va paraître, comment dire, un peu pas bizarre, mais un peu contradictoire. Le fait que je voulais qu'en gros, là, ma vie, elle soit
enfin que de la joie, que machin, jusqu'au moment où c'est stop et où je me raterai pas. Et en fait, c'était une intention de ne pas blesser mes proches. Là, on va se dire, mais est-ce qu'elle se rend compte de ce qu'elle dit? Parce que si tu meurs, ça va forcément blesser tes proches. Mais je m'étais dit, en fait, c'est ma manière de fuir. C'est-à-dire que moi, je vais pas blesser mes proches, mais parce que je le saurais pas, parce que je serais morte. Mais en fait, je préfère ça que tomber dans l'anorexie, tomber dans la drogue, tomber dans la dépression, et en fait, que mes proches, ils me voient mal et tout. Parce que je me dis, ça va leur faire beaucoup plus de mal de me voir aller mal que finalement, moi, et je vais le voir, ça va me faire sentir pas bien. Et au final, si moi, je suis tout le temps joyeuse, machin, qu'ils ont l'impression que je reprends bien ma vie en main et tout, et au moment, je ne suis plus là. Et je n'assume pas les conséquences de ce que je fais, en fait. Parce que, malheureusement, être malheureuse, je l'ai pas choisi. Et avoir vécu beaucoup de choses toute seule, je l'ai pas choisi. Me sentir aussi mal au point quand même de penser à me supprimer, je l'ai pas choisi non plus. Mais j'ai la flemme d'expliquer à ma famille, en fait, pourquoi je fais ça, quoi. La flemme ou peur? Pas peur, non. La flemme, en fait. C'est une fatigue. En fait, parce que cette envie de mettre fin à mes jours, c'était une fatigue, en fait. Ok. Et c'était, à un moment, voilà quoi, j'en ai marre de me sentir aussi mal et tout, et j'y arrive pas, et puis voilà quoi. Ok. Voilà. Bon, et t'es toujours là. Je suis toujours là. Pourquoi je suis toujours là? J'imagine que soit t'as jamais réussi à dépenser tout ton argent. Ouais. Soit peut-être t'as eu une révélation de... Finalement, c'est peut-être pas une si bonne solution. Il y a peut-être d'autres voies, non? Ça a duré 1 an déjà, ces trucs. Parce que je gagnais aussi de l'argent en même temps. Je remets dans le contexte que, en fait, mon année de césure, j'avais un CDI à temps partiel, donc je gagnais quand même de l'argent. Donc, du coup, on va pas se mentir, il n'y a rien de plus facile que de dépenser de l'argent. Beaucoup plus facile d'en dépenser que d'en gagner. Ça va très vite. On a tous des fois ces moments, ah là, j'ai plus que ça sur mon compte, dis donc. Et ça va vite, ça va très vite. Mais le truc, c'est que je pense que j'avais quand même peur de passer à l'acte. C'est pour ça que je l'ai pas dépensé aussi vite, parce que sinon je l'aurais dépensé en 1 semaine, quoi, et c'est plié. Mais je pense que j'avais quand même envie de profiter de la vie en même temps. Et je m'étais dit, c'est pour ça que je m'étais mis, en fait, je pense que le truc de l'argent, là, la condition, c'était pour me donner du courage, en fait. Et pour me donner une deadline. C'est pas en mode, bon, je me suicide lundi en 8. Non, c'était trop dur à faire ça. Et je m'étais dit, là, si j'ai plus d'argent, en vrai, j'ai pas plus de raison de vivre, mais je me suis dit, au moins, c'est une assez... ça veut dire que c'est bon, j'ai profité, je me suis fait plaisir, et j'ai plus d'avenir, parce que, je liais l'argent, le fait d'économiser à l'avenir. Je te rappelle que tu m'as dit, moi, quand je pense à argent, je pense à survie. Ouais. Oui, donc voilà. Donc voilà, hein. Donc finalement, oui, c'est très lié avec ce que j'ai entrepris de faire, du moins. Et puis, je trouvais quand même, c'est un peu bête, mais j'étais en mode, ça, c'est une idée de génie quand même que j'ai eue. Parce que je me suis dit, personne ne s'en doutera, en fait. Et je me suis dit, et en plus, j'ai toujours rêvé de faire ça, moi, c'est de dépenser tout et de sauf que je m'en fichais pas, parce qu'avant, je pensais au futur. Et je me suis dit, si tu dépenses tout, t'auras plus d'argent. Donc, tu vas être embêté. Et là, j'étais en mode, bon, en vrai, je m'en fiche, quoi. Et quand tu dis tout dépenser, c'est ces fameux 3000 balles que t'avais récupérés, c'est ça? Ouais. Dont tu parlais tout à l'heure? Ouais. Ok. Mais du coup, je gagnais en même temps de l'argent en parallèle. Et je commençais vraiment à gagner de l'argent. Donc, du coup, c'est-à-dire que c'était un peu plus long que prévu. Et au final, je me suis rendu compte que je suis passée par beaucoup de doutes pendant cette période-là. Mais comme je me suis autorisée à faire tout ce que je voulais, du coup, au final, j'étais pas heureuse. Pendant toute cette année, j'étais pas du tout heureuse. Mais comme je m'étais autorisée à faire plein de choses, à vivre plein de choses, finalement, j'ai rempli ma vie d'une certaine façon. Bon, même si c'était beaucoup avec des soirées alcoolisées et tout, je suis quand même sortie avec des gens que j'appréciais beaucoup, etc. Et j'ai passé des très bons moments, en fait. Et je pense qu'il y a eu aussi le Covid qui m'a pas aidé cette année-là très longue qui était 2021. C'était horrible. Je me sentais très mal dans ma peau et tout. Et j'avais très peur de reprendre mes études, qu'on ait dit n'importe quoi sur moi, que je sois pas capable, etc. Et au final, j'ai continué à flamber comme ça pendant, je pense, fin 2021, jusqu'à fin 2021.
Et au final, le fait d'avoir repris mes études, je me suis rendu compte que j'étais capable et que j'étais même plus douée que certaines personnes. Et je me suis dit, mais en fait, je vais pas me suicider. Alors que je peux. En fait, j'ai un avenir. Oui. En fait, je suis capable de faire des choses. Parce que le problème dans la vie, c'est pas d'être triste. Le problème dans la vie, c'est de ne pas s'aimer. Et quand on ne s'aime plus, c'est très dur d'affronter les choses qui nous arrivent. Moi, j'ai toujours eu ce truc depuis que je suis petite, être ma propre meilleure amie. Et c'est un truc que moi, je me suis toujours beaucoup aimée, dans le sens où il y a pas le choix, quoi. C'est Il y a plein de gens qui décident de faire autrement. Hein, ouais. Enfin, mais pour moi, il n'y avait pas le choix. Pour toi, il y avait vraiment, pas le choix. oui, c'est très très personnel. Pour moi, j'avais pas le choix de fonctionner comme ça. C'était ça où je coulais. Donc, depuis que je suis petite, j'ai vraiment ce mindset. Et vraiment, je me suis dit, comme ça, depuis que je suis petite, faut être ta propre meilleure amie. Tu es ta propre meilleure amie. C'est pas les autres qui sont tes meilleurs amis. Et du coup, je l'ai gardé toute ma vie. C'est une force incroyable. Hein. Je pense que c'est que j'aime beaucoup la vie et je suis très accrochée. Donc c'est faux? Tu crois pas que ce soit une force? Si, je pense que c'est une force. Ça m'a aidé à braver pas mal de choses quand même. Des choses que des fois j'ai vécu un peu seule et tout. Même avoir le courage de revenir dans une école où mon ex-compagnon m'a fait une réputation. Ok. Ouais, là, j'ai cumulé. Okay. Et, c'est pour ça que t'as fait une année de césure. Ok, ouais. Je t'avais pas demandé. Oui, mais pour le fuir, quoi, un peu. Okay. Et pour être sûr qu'il me fera pas de problème. Et puisque il y a beaucoup de gens qui ont fait l'autruche, quoi. Et je me sentais vraiment pas bien du tout. Donc, c'est vrai que là, en fait, me rendre compte que j'ai eu le courage d'aller à ma rentrée scolaire, que j'ai eu le courage de reprendre mes études, alors que en un an, j'ai quand même progressé, même si je faisais autre chose, parce que j'ai bossé pour des petits streamers indépendants, en faisant un peu de graphisme, de choses comme ça. Mais finalement, en fait, je pensais trop que j'allais arriver, que j'allais être nulle et tout. Parce que j'ai tellement perdu confiance en moi et tout, que j'étais pas du tout objectif, en fait, sur mon réel niveau. Ouais. Et au final, je me suis rendu compte que j'étais pas nulle. Et je me suis dit, tu veux pas te suicider si t'es pas nulle? Et si tu peux... et en plus, là, si tu t'es engagé dans une année d'études... Oui, parce que c'est ça qui m'a sauvée. C'est vraiment, je vais dire en une phrase, moi, j'ai ce mantra. Il faut toujours terminer ce qu'on a commencé. Mais je suis pas d'accord à 100% avec ça. Mais en tout cas, c'est comme ça que moi, je fonctionne. Je l'ai pas choisi, c'est comme ça que je fonctionne. Je peux pas commencer un truc si je le termine pas. J'ai toujours terminé ce que j'avais commencé. Ok. Et ça m'a permis de m'accrocher finalement à des choses. Donc, alors, voilà pourquoi je suis pas d'accord avec faut terminer ce que tu as commencé. C'est par exemple, si tu commences des études et qu'au final ça te rend pas heureux, les termine pas, fais autre chose, ça ne perd pas ton temps. Oui. Mais en tout cas, moi j'ai toujours eu ce truc qui, en même temps, des fois m'a forcé à rester dans des trucs où je me sentais pas heureuse. Mais d'un côté, ça m'a permis de m'accrocher et là, typiquement, mes études, je suis quand même contente parce que j'ai eu mon diplôme et tout. Et au final, j'ai pas été spécialement heureuse pendant toutes les études. Mais le fait de m'être accrochée, de pas avoir abandonné les études, d'avoir fait une année de césure et d'avoir le courage de reprendre les études, au final, ça m'a permis d'avoir mon diplôme que je pense que j'ai mérité, quoi. Bah oui. Et du coup, oui, ça double tranchant ce truc. Et c'est grâce à ça que je me suis pas suicidée, en fait. Ok, t'as commencé ta dernière année d'études, c'est trop bête. Tu es capable, en plus. Parce que je m'attendais pas, moi. En fait, je pensais que les autres étaient bien meilleurs que moi. C'était pas le cas du tout. Et je me suis dit, bon, allez, on termine. Après, peut-être on voit. Et au final, pendant l'année, j'ai commencé à économiser et à remettre de côté. Et avoir des projets et tout. Est-ce que tu as utilisé un peu de cet argent pour aller en thérapie? Oui. Bravo. Justement, après l'été 2020. Parce que c'est bien, quoi. Oui. Alors ça, c'est d'ailleurs je sais pas si c'est drôle, mais c'est on va dire pas commun. C'est que j'étais dans une optique, j'ai quand même baissé les bras pendant cette année 2021 où on sort du premier confinement et où j'ai décidé que je mettrais fin à mes jours. Sans dire à personne, on est d'accord que j'ai baissé les bras, puisque j'ai décidé de faire ça. Enfin, moi, c'était comme ça que je le voyais, c'est j'ai baissé les bras, j'abandonne. Mais ce qui est drôle, c'est que j'ai commencé à aller en thérapie. En fait,
je savais, il y a une dualité, même moi je comprends pas, hein, franchement. Il y a une moi, en fait, au sortir de l'année 2020, il y a une partie de moi qui savait qu'en fait, moi je voulais aller, quand j'étais avec mon ancien compagnon, je voulais aller voir un psy, parce que je savais que j'étais en totale dépression, etc., particulièrement la 2e année. Mais en fait, je savais que ça servait à rien d'aller voir un psy. En tout cas, pour moi, c'est vraiment ultra personnel, et c'est pas une idée en soi que je défends, mais c'est quelque chose que moi, en tout cas, je me voyais pas faire autrement. Je m'étais dit, ça ne sert à rien d'aller voir un psy, le problème est toujours là. Donc, mon ancien compagnon, je me suis dit, il faut que tu te débarrasses de cette relation qui ne t'apporte que des problèmes finalement, et tu iras en thérapie, faire un travail sur toi, parce que je suis pas responsable de ce qui m'est arrivé dans cette relation, mais typiquement, pourquoi je me dis que maintenant, si je l'avais rencontré maintenant, je l'aurais jeté tout de suite et je lui aurais même pas donné l'heure, parce que je pense qu'à cette époque j'avais un manque affectif, j'avais une fragilité et tout, donc il faut travailler sur ces choses-là pour pas reproduire des schémas. Pour ça, t'as quelque part une part de responsabilité, mais oui, voilà. effectivement, c'est pas. Je suis pas responsable de ce que cette personne m'a fait, mais je peux peut-être limiter qu'il m'arrive encore ce genre de problème, quoi. Et en tout cas, que je puisse y réagir, peut-être mieux réagir si je me trouve face à une personne comme ça, qui est vicieuse, etc. Et en fait, du coup, donc ça, c'était assez mature de ma part de me dire, tu sais comment tu vas gérer le truc, tu iras en thérapie quand ce sera terminé avec lui. Sauf que quand c'est terminé avec lui, je m'attends pas à me sentir aussi bien, moi. Je m'attendais pas du tout à ce que je me sente aussi bien. Je ne m'attendais pas du tout. Je savais que j'allais me sentir mieux, parce que quand on se débarrasse d'un problème, mais je me suis dit, je vais être détruite intérieurement d'avoir passé 2 ans de ma vie à entretenir, me battre pour rien, quoi. Mais t'étais dans le masque, comme tu disais tout à l'heure. Et en fait, le truc, c'est que du coup, je me suis dit, ok, tu vas bien. Donc ça, c'est au sortir du premier confinement. Je me suis dit, ok, tu vas super bien. Mais tu fais attention, parce que c'est comme ça. Là, tu vas bien. Mais oublie pas, tu t'es dit que t'allais voir une psy. Et c'est pas parce que tu vas bien là. Je me suis dit, attends, c'est normal que tu ailles bien. Tu t'es débarrassé d'un problème qui t'empêchait de faire plein de choses. Et maintenant, il y a toutes les portes qui s'ouvrent à toi. Et donc, moi, j'ai l'impression d'être surpuissante, quoi. Je me suis dit, mais je déchire, en fait. Et sauf que du coup, je me suis dit, ok, je vais quand même commencer une thérapie. À ce moment-là, je m'étais pas rendu compte que je voulais vraiment me suicider. Hein. Mais je vais commencer, je me l'avouais pas. Je me suis dit, je vais commencer une thérapie. Et pour faire un travail sur moi, pour me donner les armes au cas où soit je retombe en dépression, soit je rencontre encore un problème que j'affronterai toute seule, quoi. Et au final, du coup, cette thérapie, je suis avec cette psy, et là, j'avais un peu décidé de mettre fin à mes jours quand même. Enfin, c'était en train de se décider, ce truc-là. Et je disais surtout pas à la psy que je voulais me suicider. Je lui disais, j'avais des idées suicidaires, mais je vais jamais le faire et tout. Et finalement, je lui disais pas tout ce que je faisais dans ma vie. Genre, je ne lui disais pas tout, et je lui disais que ça allait super bien. Donc, même avec une psy que je payais, une psychiatre, c'est quand même son travail, que je puisse lui dire tout sans filtre. Et je disais, bon, je vous vois là, mais ça va très bien, attention. Ça allait pas très bien, quoi. Et j'étais dans le masque, même avec la psy. Donc, j'ai arrêté de la voir un moment, quoi. Au bout de quelques séances, j'ai arrêté, parce que je me suis dit, mais ça m'a fait progresser sur moi, finalement, quand même, de parler de certaines choses avec. Mais je me suis rendu compte, je me suis dit, mais t'es en train de mytho à ta psy, dans le sens où tu lui dis, t'es même pas capable de dire à une psychiatre que tu ne vas pas bien, alors que, bon, en général, quand tu vas voir un psy, c'est quand même son job, quoi. Et les thérapies, je suis allée voir dans ma vie 3 thérapeutes. Au bout de 2-3 séances, c'est eux-mêmes qui me disent, franchement, vous êtes bien dans l'auto-analyse, vous n'avez pas besoin de moi et tout. Et en fait, parce que je porte un masque, quoi. Et même avec des thérapeutes, je porte un masque, quoi. Et finalement, j'ai jamais terminé une thérapie. Et là, genre, je me barrais toujours au bout de 4-5 séances, quoi, grand max. Et là, du coup, je vois une psy. Et elle est... Bon, c'est pas une psychiatre. Elle est à ses défauts, en vrai. Mais en fait, je peux lui raconter ma vie. En fait, des fois, je lui raconte ma vie et tout. Parce que des fois, on n'a pas forcément envie de parler de tout ou machin. Et il y a des fois où finalement, on finit par parler de trucs assez sérieux. Et là, ça fait depuis juin que je la vois quand même. Et elle est gratuite. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai eu moins de mal à rester dans la thérapie. Parce que bon, il y a double tranchant. Il y a les gens qui restent en thérapie parce qu'ils ont investi de l'argent. Moi, c'est le fait qu'elle soit gratuite qui fait que je me dis, j'ai de la chance quand même. Donc, je continue. Et en fait, des fois, ça arrive, j'ai la flemme d'aller au rendez-vous.
j'ai la flemme. Ça arrive parce que je me dis, par exemple, si je suis mal lavée, je me dis, mais trop bien, je vais voir la psy demain, je vais pouvoir lui en parler. Et parfois, je suis là, j'ai trop la flemme, j'ai pas envie de parler et tout. Mais au final, je finis par la voir et ça me fait quand même du bien de me confier à un professionnel, parce que je dis quand même jamais à mes potes que je vais mal et tout. Donc, même encore aujourd'hui, il faut sauver les apparences et tout. Ouais. Mais au moins, j'ai trouvé quelque chose pour moi, parce qu'il faut surtout pas rester seule. Et moi, je me sens mieux de me confier à quelqu'un de professionnel. Oui. Et c'est comme ça que je gère les choses. Après, les amis, c'est bien aussi. Oui. C'est pas forcément en parler comme à ta psy, quoi, tu vois, mais c'est quand même cool de pouvoir se confier, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que j'ai tendance quand même encore à rester dans ce truc-là. Mais au moins, j'ai ma psy, donc je la vois quand même souvent. Et ça me permet... En plus, des fois, je me dis quand même, je raconte juste ma vie, c'est trop bien, quoi. Et tu pourras leur envoyer ce podcast à tes potes. C'est ça. Je pourrais, oui. Je pourrais. Ouais, ils apprendraient beaucoup de choses, je crois. Ouais. Je pense qu'ils apprendraient beaucoup de choses. C'est quand même fou que tu viennes me parler à moi de plein de trucs dont t'as jamais parlé à tes amis proches, quoi. Ouais, c'est vrai. Je pense que des fois, c'est plus facile de parler à des inconnus. Des inconnus, c'est ça. C'est pas pareil, quoi. Merci beaucoup, Clara. C'était super. Merci à toi. Merci bien de t'être confiée. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.